Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, en parler ou pas? Et quand on en parle, comment en parler? Et puis est-ce qu'il ne faut pas surtout écouter plutôt que parler? La vie et l'actualité regorgent de sujets délicats à aborder avec les enfants. C'est la spécialité de l'invité du Grand Oral. On reçoit aujourd'hui la psychologue et psychothérapeute Hélène Romano. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme d'histoire aujourd'hui. Anniversaire, celui de la naissance de Joséphine de Beauharnais. L'heure de la récré avec Emma Guessel, comme l'anti-sèche qui aura précédé. Emma, qui est une grande fan et grande fidèle d'Harry Potter, elle ne pouvait pas manquer la Coupe de France de Quidditch. Et puis, comme tous les vendredis, nous pousserons les portes de la librairie de Célie Luton pour de précieux conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. La guerre en Ukraine, tous les jours sur nos écrans depuis 1 an et demi. Les suicides récurrents d'enfants ou d'adolescents victimes de harcèlement, l'INSEE tout récemment. Cette attaque au couteau dans un parc des rives du lac d'Annecy contre des enfants âgés de 22 à 36 mois. J'arrête là. Chaque jour ou presque, les enfants sont confrontés à des images ou à des événements potentiellement traumatiques. Comment les aider? On en parle aujourd'hui avec la psychologue et psychothérapeute Hélène Romano. Je suis ravi d'accueillir Hélène. Bonjour. Bonjour, merci. Vous avez publié plein de livres. On va en citer quelques-uns au fur et à mesure de l'émission. Je signale L'enfant face au traumatisme chez Duno, qui est vraiment, dans tous vos livres, peut-être celui qui s'adresse le plus directement aux parents concernés par le sujet. Oui, vous vouliez déjà... Non. Oui, il y a celui-là, puis il y a celui qui est vraiment pour les parents aussi, pour comprendre, accompagner le quotidien du traumatisme quand la vie fait mal aux enfants. Alors, dont on va reparler, qui lui est chez Odile Jacobs, si mes souvenirs sont bons, paru en 2018. La première chose à comprendre, c'est que pour l'enfant, il n'y a pas de, et je mets volontairement les guillemets, de petits traumatismes. Oui, il n'y a pas de petits traumatismes, ça c'est vraiment important parce qu'on a souvent tendance en tant qu'adulte à s'imaginer que les petits, les bébés, les enfants qui ne parlent pas, ne sont pas touchés par un événement traumatique. On l'a vu à Annecy avec des gens qui disaient que l'enfant poignardé de 22 mois allait oublier. On sait très bien, malheureusement, qu'un petit enfant est doublement impacté. Premièrement, parce qu'il ne perçoit pas les choses comme nous, il ne comprend pas. Et surtout parce qu'il voit son monde, ses croyances dans des adultes sécurisants s'effondrer. Donc à tous les âges de la vie, un événement traumatique, la confrontation à la mort, peut blesser psychiquement. La particularité, c'est que la blessure psychique, elle est invisible, elle ne se voit pas. Et l'autre particularité, c'est l'expressivité dans le temps. C'est qu'on peut avoir été blessé psychiquement en 2023 et avoir des troubles 4, 5, 6 ans, 7 ans plus tard. Et ça, c'est compliqué pour les adultes et pour les professionnels, les professeurs en particulier. On va évidemment en reparler. Premier point, donc pas de petits traumatismes. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'ardoise magique dans la vraie vie. D'une manière ou d'une autre, il va falloir s'en occuper quand on est un adulte et qu'on a charge d'âme. Oui, ça serait super de pouvoir se dire on efface tout et puis les bisounours. Non, un trauma ne se répare pas. La blessure psychique, le trauma ne se répare pas. Elle s'apprivoise. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais ça prend du temps. C'est pas en 2-3 séances, ça prend du temps, il faut s'adapter à chaque enfant, il ne faut pas forcer à la parole. Il y en a qui vont avoir besoin de parler tout de suite, d'autres plus tard. Il faut décrypter les troubles parce qu'un enfant ne va pas manifester sa détresse comme un plus grand. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent en retrait, qui sont très calmes, très silencieux, très mutiques, et qui sont très inquiétants. D'autres qui deviennent complètement ingérables, on va dire capricieux, agressifs, alors qu'ils sont uniquement en train d'exprimer leur anxiété. Donc ils n'ont pas la même façon que nous de s'exprimer. Il faut apprendre à le décrypter. Et vous employez régulièrement dans vos bouquins l'expression de fracture, fracture de la vie, presque plus que trauma d'ailleurs, et l'image fonctionne très très bien, parce qu'on pense à une fracture moi je travaillais du bras ou de la SAMU jambe. pendant 20 ans, donc les termes somatiques sont présents. Un traumatisme, c'est une effraction du psychisme, ça contamine les adultes, et la notion de fracture de vie. Vous avez votre vie d'enfant, votre vie de jeune enfant, d'ado, d'adulte, et tout d'un coup il y a un événement qui... À la minute même, votre vie, il y a un moment d'avant, un moment d'après. Un avant, un après. C'est vraiment une fracture. Mais une fracture, ça se réduit. Une fracture, ça se réduit, mais au sens propre du terme. Jamais. Il y a ça a toujours été là. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces fractures. Ce qui fait traumatisme, expliquez-vous, c'est pas tant l'événement que ses effets. C'est-à-dire, pour le dire avec des mots très simples, plusieurs personnes, et plusieurs enfants notamment, témoins ou victimes de la même chose, peuvent réagir très différemment. Oui, parce que les enfants n'ont pas les mêmes ressources d'avant. Il y en a qui ont déjà vécu des choses, qui ont appris beaucoup de choses par rapport à ça, qui ont des ressources. Il y en a qui auront eu des parents aimants, un environnement bienveillant. Ils ne sont pas tous exposés exactement au même niveau. Il y en a, par exemple, qui décèdent d'un camarade qui était très proche de ce camarade-là, d'autres qui le détestaient. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et après, certains vont être soutenus, accompagnés, d'autres pas du tout. Donc, pour le même événement, il y a autant d'expressions différentes.
Dans les peurs nouvelles, ça fait au moins une dizaine d'années, mais les peurs très identifiées aujourd'hui, et notamment par vous et vos collègues, il y a le terrorisme. Et qu'il y a quelque chose pour le coup, de très très terrorisant, parce qu'il y a cette idée que tout le monde peut mourir à tout instant. Oui, la période qu'on a traversée en 2015 avec tous ces attentats, alors dans un de mes livres, j'ai utilisé l'expression d'un enfant qui m'a dit « Ah, j'ai compris, un tout petit », c'est des terroristes. Les gens qui portent la mort. Et je pense que c'est exactement ça, c'est très juste. On a vécu toute une période avec cette idée que les enfants pouvaient être préservés des horreurs de la vie, un petit cocon. Mais la mort, ça fait partie de la vie, la souffrance, ça fait partie de la vie. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point c'est important de les aider à en parler, pas tous les matins tu vas souffrir, tu vas mourir, mais si jamais on a une épreuve, comment on fait pour la dépasser? Et notamment nommer les choses, je vous cite, ainsi je reprends le sujet des actes terroristes subis par la France, utiliser les mots terroristes et attentats est essentiel, car même s'il ne s'agit pas d'un vocabulaire connu des enfants, il permet de nommer l'indicible. Enfant auquel vous vous êtes adressé directement d'ailleurs sur les attentats avec un bouquin qui s'appelle Après l'orage, c'est aux éditions Courtes et Longues. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Bulle de vie, c'est ça? Ça c'était après le confinement. Ouais. Voilà. Hélène Romano, autrice donc de tous ces ouvrages pour les adultes comme pour les enfants. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes Actu Anniversaire. On est le 23 juin et c'est un 23 juin, il y a 260 ans que naît Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Ier. Et les programmes dont on va parler sont évidemment ceux d'histoire. Absolument, elle a été le grand amour de Napoléon. Il était vraiment fou amoureux d'elle, plus qu'elle de lui d'ailleurs. Et elle est importante dans son histoire parce que lorsque Napoléon se fait sacrer empereur des Français en 1804, il fait aussi sacrer Joséphine comme impératrice des Français, qu'elle est donc de 1804 à 1809. Destin extraordinaire parce qu'elle n'est pas préparée, elle n'est pas programmée, Joséphine, à être impératrice. Tout à fait. Alors déjà, lorsqu'elle rencontre Napoléon, Joséphine, elle a 32 ans, ce qui pour l'époque n'est pas non plus très jeune, et surtout, elle a eu une vie avant. Elle est née en Martinique, elle se marie en métropole à l'âge de 16 ans avec son premier mari, le général et marquis François de Beauharnais, avec qui elle a 2 enfants, mais les époux ne s'entendent pas du tout, ils vivent séparés, mais l'influence de cet homme permet à Joséphine de gagner elle-même une influence et une renommée au sein de la vie mondaine parisienne. Elle adore sortir. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Très vite, la Révolution éclate. L'époux de Joséphine est condamné par le tribunal révolutionnaire lors de la Terreur. On est en 1793. Il est guillotiné et elle, après une petite casse prison, elle a quand même la vie saine. Elle qui adore les soirées mondaines, et c'est au cours d'une soirée mondaine qu'elle rencontre Napoléon. 2 ans après, elle a repris sa vie parisienne, elle a remboursé ses dettes. Oui, alors lui est un jeune officier, il est plus jeune qu'elle, il a 26 ans, elle 32, il tombe fou amoureux d'elle, vraiment, il décide de se marier civilement très très rapidement. Le jeune Bonaparte part ensuite pour la campagne d'Italie, Joséphine le suit, elle s'y ennuie énormément, mais le prestige de son mari lui permet, une fois de retour en France, de jouir d'une grande popularité. Entre les 2 époux, c'est parfois compliqué. Joséphine prend des amants, ce qui rend complètement fou Napoléon. Il pense à divorcer, ce qu'on ne fait pas. Voilà, ça arrive. Il faut se dire les choses. Voilà, donc il veut divorcer, mais finalement non. Ne serait-ce que par amour pour les 2 enfants de Joséphine, nés de son premier mariage. Napoléon était très attaché, à défaut de ne pas parvenir à avoir lui-même des enfants avec Joséphine, ce qui finira par mettre fin à leur couple. On va y revenir. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que Joséphine achète le très célèbre château de Malmaison, qu'on peut bien sûr encore visiter aujourd'hui. Alors un couple complexe, on va le dire, des relations entre époux qui ne sont pas au beau fixe, mais Napoléon, Bonaparte d'abord, puis Napoléon qui gravit les échelons à une vitesse extraordinaire, et Joséphine lui sert aussi dans cette ascension, enfin il grimpe à 2. Absolument, et lorsqu'il est nommé consul, puis consul à vie, Napoléon donne un rôle à Joséphine. Tout membre du corps diplomatique qui rend visite à Napoléon doit ensuite rendre visite à Joséphine avant de repartir, et certains historiens lui donnent à ce titre le surnom de consulesse. Et petit à petit, elle acquiert un vrai rôle de souveraine à mesure que Napoléon gagne du pouvoir, jusqu'au sacre, où elle est donc elle-même sacrée impératrice des Français. Vous nous l'avez dit, le fait qu'il n'ait pas d'enfants ensemble pose problème, et à ce moment-là de l'histoire, il n'y a toujours pas d'héritier pour Napoléon par Joséphine. Exactement, ce qui est source de grands conflits, ce qui inquiète énormément la famille de Bonaparte, qu'il somme de divorcer. C'est le sujet de tension principal, à tel point que ça devient une affaire d'État. Et Napoléon, qui entre-temps a eu son premier fils naturel avec une maîtresse, décide de
divorcer pour raison d'État. C'est chose faite en 1810. Joséphine se retire alors dans ses châteaux donnés par Napoléon. Alors il y a l'Élysée, il y a aussi le château de Navarre et enfin le château de Malmaison, où elle continue à mener une vie mondaine. Elle sort beaucoup, elle adore la mode, elle s'endette. À chaque fois, Napoléon est là pour la sauver et payer ses dettes. Et donc elle meurt en 1814 d'une pneumonie, quelque temps après avoir quand même reçu les monarques européens vainqueurs de Napoléon à Malmaison. Oui. Emma, merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Le Quidditch. Oh que oui. Grand oral, Hélène Romano. Ce que m'ont appris les enfants exposés à des traumatismes, c'est que ce n'est pas tant les horreurs et drames subis qui les ont blessés psychiquement que les réactions de leurs proches, c'est-à-dire de ceux sur qui ils pensaient pouvoir compter. Fin de citation. Citation d'Hélène Romano dans un de ses livres intitulé « Quand la vie fait mal aux enfants », paru en 2018 chez Odile Jacob. C'est un point très important, je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu. Ce rôle des proches, vous l'avez un tout petit peu mentionné d'ailleurs au début de l'émission, c'est pas seulement les parents, c'est au fond tous les adultes qui sont autour des enfants, les uns et les autres. Est-ce qu'ils sont préparés à affronter le trauma de l'enfant ? Je crois que personne n'est préparé à affronter un enfant en souffrance, un enfant qui est exposé à un événement traumatique. Donc la réaction instinctive, c'est souvent dire ça va aller, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Ce qui est un déni du ressenti, et l'enfant le perçoit très mal parce qu'il va traduire ça par en face, l'autre, il n'est pas capable de comprendre ce que je ressens. Alors que si l'adulte simplement lui permettait de comprendre, vous dites simplement j'ai l'impression que tu as peur, c'est pas pareil que n'aie pas peur. J'utilise ce que je ressens comme levier réflexif dans la communication avec mon enfant. Mon enfant me pose une question, il a souffert avant de mourir, ou il est mort de quoi ? Au lieu de répondre du tac au tac, qu'est-ce que toi tu penses ? Et je m'ajuste et je m'adapte. Et tout l'art d'être parent, mais aussi d'être professionnel de l'enfance, c'est de s'ajuster. On ne va pas être dans le forçage, on ne contraint pas les enfants à parler, on les accompagne, on est là, on est un traducteur de sens, comme une prothèse psychique pour un enfant, pour essayer de lui donner des forces pour redonner du sens face à ce qu'il vit. Je m'arrête 3 secondes là-dessus quand même, et on souligne, je le disais en tout début d'émission, l'enjeu, c'est pas seulement en tout cas de savoir ce qu'on va dire à un enfant, c'est aussi de savoir l'écouter. Ça, c'est central, c'est le premier geste, c'est ça. Vous avez tout à fait Même raison. si vous ne savez pas quoi lui dire, déjà commencez par l'écouter. Là, simplement être là, savoir que l'enfant il sera jamais tout seul. Un parent, un adulte, un professionnel, un professeur peut être présent en disant je ne sais pas quoi te dire, juste que je suis là pour toi. Au moment des attentats, on a fait beaucoup de prise en charge avec des parents qui disaient je ne sais pas quoi dire. Prendre son enfant dans les bras, lui dire qu'on l'aime. Ah bon ? Ça paraît évident. Oui, mais ça va mieux en le disant. Ouais. C'est déjà ça. Je suis là. Quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Mais si demain tu meurs, on peut toujours dire non, mais on sait qu'on va mourir. Écoute, j'espère pas mourir tout de suite, je n'ai pas de raison. Mais si un jour, demain, je meurs, il y aura toujours quelqu'un pour toi. L'enfant, il a besoin de ça. Donc, il y a le verbal et le non-verbal. C'est extrêmement important. On le voit avec des mamans qui allaitent, par exemple, c'est une parenthèse, des enfants, tout en regardant des images atroces à la télé, elles ne sont pas disponibles pour leur enfant, elles sont fascinées face aux images épouvantables qu'elles voient, et ce n'est pas ce qui manque actuellement. L'enfant, il est abandonné, ce que j'appelle des orphelins. Il n'y a pas de lien d'attachement sécure possible. Hélène Romano, on en dit quand même un petit mot. Aujourd'hui, je suis parent, je suis débordé, déboussolé, mais même si je suis enseignant, j'ai envie de me tourner vers des structures et surtout vers des personnes qui travaillent dans ces structures, vers des professionnels. On est quand même en grande difficulté en France aujourd'hui. En France, on a une très grande difficulté quant aux moyens apportés aux enfants en général, les pédiatres, aux enfants en souffrance psychique, les pédopsychiatres, les spécialistes psychothérapeutes de l'enfant. Et ne serait-ce qu'aussi au niveau de l'école, il n'est pas du tout compréhensible que le service de médecine scolaire, infirmière, assistante sociale, médecin, psychologue, il n'y en ait pas un par école. C'est un vrai manque. Et du coup, quand les enfants vont mal et qu'on dit aux parents qu'il faut le faire suivre, c'est 6 mois à 2 ans d'attente pour trouver un thérapeute. Face à des situations d'urgence, c'est juste... inacceptable. Voilà, c'est beaucoup trop long. Une question sur l'âge des enfants. Vous parlez par exemple de la mort, la peur que les parents... Est-ce qu'on va en parler de la même façon ? Et je connais la réponse en vous posant la question parce que je vous ai lu, mais avant 8-9 ans, après 8-9 ans. Non, on en parlera, vous avez bien lu. Il y a une charnière, oui, j'ai lu. Il y a une charnière, c'est-à-dire qu'un enfant, avant 8-9 ans, son cerveau, il n'est pas constitué comme l'adulte, il ne se représente pas le temps pareil. Donc avant 8-9 ans, le côté irréversible, universel, et qui ne s'attrape pas, c'est pas acquis. C'est-à-dire, on ne va pas mourir tous. Quand on est mort, ou un bisou de la princesse, Harry Potter qui arrive par là, je suis plus mort. Ou alors, si papa... Ça va pas de dire ça devant Emma, vous voulez me la déprimer. Voilà, mais... Me faites pas des plans comme ça. Côté magique, elle a dépassé 9 ans quand même un petit peu. Pas depuis longtemps. Non,
Hier. 9 plus hier. Et pour un tout petit, la mort, ça s'attrape. Donc, quand un enseignant pense bien faire, va dans la classe en disant que le papa du petit Gaston est mort, il faut être gentil avec Gaston, il va terroriser toute la classe en se disant que si le papa de Gaston, qui était le copain de mon papa, est mort, mon papa va mourir. Oui, c'est ça. Donc, parce que l'angoisse des enfants à cet âge-là, la façon dont ils l'expriment, c'est une angoisse d'abandon. Oui. C'est ça que c'est. Massivement, c'est ça. Massif, voilà. Et la pas mort, la mort comme on la comprend quand on est plus âgé. Ils n'ont pas cette compréhension-là. Dans les points essentiels, vous dites qu'il faut répondre aux questions de l'enfant, quitte à répondre entre guillemets à côté, ou à dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce qui est très important, ce que vous expliquez, c'est que l'enfant, il a toujours, lui, une idée derrière la tête. C'est-à-dire que lui, il a une réponse. Il n'y a pas de question gratuite, en fait. Qu'on garde toujours ça en tête. S'il me pose une question, il a déjà fait une théorie. Alors, des fois, s'il y a des années-lumière. Donc, si je réponds du tac au tac, parce que je suis parent quand même, ou je suis prof, il faut que je montre que j'assure et que je réponds, j'ai de fortes chances de tomber à côté. Donc, il vaut mieux un petit peu ruser, reformuler. Ta question, elle est importante, sous-entendu, t'es important. Je vais essayer de te répondre au mieux. Ça vous laisse 2 secondes pour essayer de réfléchir. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Ou qu'est-ce que tu as vu à la télé ? Ils sont face à des images, etc. À l'école, ils entendent des choses. Et à partir de sa compréhension de cette on y va. En tout cas, on ne laisse pas dans le silence. Hélène Romano, psychologue, psychothérapeute, docteur en psychopathologie et chercheuse, je ne l'ai pas dit. Elle a publié une 12aine de livres pour les adultes, aussi des albums pour les enfants. C'est aux éditions courtes et longues pour les adultes, surtout du Odile Jacob et du No. On se retrouve juste après la récré Quidditch. Remise ? Ça va aller. De vos émotions ? Ça va aller. Ok, super. 1 heure de la récré. Emma, vous allez encore nous parler de Harry Potter. Mais je ne sais pas pourquoi je dis encore comme ça, j'adore. Vous n'en avez jamais assez. Eh ben non, j'en ai jamais assez. Mais là, en même temps, il y a eu la Coupe de France de Quidditch. Ah bah ouais, on est obligé. Je pensais quand même pas que j'allais louper ça. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Quidditch, c'est le sport phare des sorciers dans Harry Potter. Et normalement, ça se joue sur un balai qui vole. Mais comme je n'ai pas reçu ma lettre pour aller à Poudlard et que je ne suis visiblement qu'une simple moldue, eh bien le Quidditch tel qu'il existe dans Harry Potter, apparemment, c'est pas pour moi. Ok, mais pas que pour vous d'ailleurs, parce que cette Coupe de France de Quidditch, elle est pour les moldus. Exactement. On a vu une photo, elle se joue tout à fait. Et alors cette année, cette Coupe de France, ça se passait à Lyon. 2 équipes de 6 joueurs qui s'affrontent en chevauchant des manches à balai. Et oui, on fait ce qu'on peut pour ressembler à des sorciers. Et le but, c'est de marquer des points. Donc on a une balle, le soifle, et il y a des cerceaux. Il faut viser dans le cerceau. Et alors, il y a un vif d'or ou pas d'ailleurs ? Alors, bien sûr qu'il y a un vif d'or. En fait, le joueur de chaque équipe qui possède le vif d'or a une chaussette accrochée à son short. Et les joueurs de l'équipe adverse doivent l'attraper pour que la partie s'arrête et pour gagner. Ok. C'est très recherché. Sur les photos qu'on a vues, et en dépit de votre excellente description de la chose, c'est quoi ? C'est un mix entre du hand, du rugby, de la balle aux prisonniers Vous avez tout résumé. C'est ça. Bravo, c'est exactement ça. Et alors d'ailleurs, maintenant, on dit plus Quidditch. Débrouillez-vous avec mon résumé pour y jouer, mais c'est pas grave. C'est ça, rugby, handball. Ça donne pas les règles. Et alors, donc maintenant, ça s'appelle plus Quidditch, c'est un nom officiel. Ça s'appelle le quadball. Quadball, voilà. Et donc en France, c'est quand même très sérieux. Il y a 13 équipes adultes qui s'entraînent toutes les semaines partout en France. Et là, il y a des équipes juniors aussi, des équipes ados qui arrivent. D'accord. Et l'histoire ne dit pas qui a gagné alors cette Coupe de France de Quidditch. Eh ben, l'histoire ne le dit pas. Il va falloir refaire une chronique, mince alors. Oh là 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 là. Fin de la récré. Rendez-vous très très vite pour le résultat de la Coupe de France de Quidditch par Emma. Comment vous appelez ? Potter Gessel. Voilà, Gryffondor. Gryffondor. Ok, super. Hélène Romano, Grand Oral. Comment parler aux enfants des fractures de vie, comment surtout les écouter, car on a vu que c'est la base de tout. On en parle avec la psychologue et psychothérapeute Hélène Romano. On va continuer à faire la chasse aux idées reçues, Hélène. On dit par exemple aux gens, mais de toute façon, si vous aimez vos enfants, tout ira bien. C'est chouette de les aimer, mais ça ne suffit pas dans certaines situations. Si ça suffisait, ça serait formidable. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que très souvent, quand on a son enfant qui est traumatisé, on est soi-même traumatisé et plus disponible pour pouvoir l'aider parce qu'on est épuisé psychiquement. On a besoin d'un relais. Donc on a beau aimer son enfant, certaines fois, ce n'est pas suffisant. Dans les conseils que vous donnez, il y a aussi des expressions à proscrire qui reviennent quand même facilement, du genre « c'est pas de ta faute ». Bon, c'est vrai qu'un enfant qui est, je ne sais pas moi, témoin, qui se retrouve pris dans un attentat, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas de sa faute. Ou alors, ce qu'on dira moins dans ces circonstances-là, mais qu'on peut s'entendre dire parfois « oh ben moi à ta place, je ferai ci, moi à ta place, je ferai ça ». Tout ça, on oublie. On oublie parce que c'est souvent des termes qu'on va utiliser pour se rassurer soi-même. C'est pas de ta faute, bien sûr qu'on a raison, c'est pas de sa faute s'il y a quelqu'un qui a été poignardé, des enfants dans le parc. Mais si l'enfant nous dit à ce moment-là, c'est de ma faute, c'est qu'il a théorisé qu'il aurait peut-être pu empêcher ça. Donc, s'il met une béquille psychique pour donner du sens à quelque chose qui n'en a pas,
Moi, j'arrive, je lui vire ses béquilles psychiques. Donc, je m'invalide en tant qu'adulte et j'invalide ce qu'il est en train de dire. C'est beaucoup plus aidant de lui dire qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est de ta faute, de décrypter ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'enfants qui disent que c'est leur faute. C'est important ce que tu dis, c'est grave, c'est important, t'es important. Qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est de ta faute? Et là, on est dans ce que j'appelle moi une écoute transitionnelle, donner du sens, décrypter ce que dit l'enfant, plutôt que de lui imposer ce que moi j'ai envie qu'il entende. J'attrape votre mot d'écoute transitionnelle. Vous avez forgé un mot qui est transilience. Alors résilience, on en parle beaucoup, notamment suite aux travaux de Boris Cyrulnik qui a popularisé cette notion-là. Transilience? Transilience, c'est un petit peu un mixte. Cyrulnik, il a repris beaucoup de travaux qui datent de bien avant et qui sont importants à comprendre. Qu'un enfant ou un adulte qui a vécu des choses très compliquées arrive à en avoir appris quelque chose, et s'il est confronté à nouveau à quelque chose, il ira mieux. Il y a les deux dimensions. Et cette notion de transilience, c'est un mixte entre ça et puis Winnicott, qui était pédopsychiatre, qui parlait de l'espace transitionnel, donner du sens. Le fait d'être traducteur de sens, de ce que l'enfant perçoit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, ça l'aide à aller vers la vie. Il ne s'agit pas de dénier, il ne s'est rien passé, t'inquiète pas, passe à autre chose, t'es petit, tu vas oublier. Dire, ok, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On écoute, on affronte, on met des mots. Voilà. Hélène Renaud, on vit dans un monde difficile. Dans Quand la vie fait mal aux enfants, un de vos ouvrages, vous listez, ça dure 2 pages, je ne vais pas vous les lire, mais tous les sujets d'angoisse imposés par le monde dans lequel on vit, et c'est spectaculaire. Et ça se termine par comment vivre, grandir et devenir quand tout ce qui fait la vie apparaît comme un danger et quand la société s'interdit de reconnaître la réalité de la souffrance alors qu'elle nous place dans un contexte d'insécurité permanent. On vit dans un monde, les enfants vivent dans un monde plus dur qu'il y a, je ne sais pas, 10 ans. Non, je pense qu'au Moyen-Âge, ça devait être absolument atroce, mais on vivait moins longtemps. Par contre, on vit dans un monde qui sort d'une sorte de nébuleuse où on a eu l'illusion d'être dans une bulle protectrice, protégée, et on n'a peut-être pas suffisamment appris à nos enfants à faire face. On voit bien la différence avec des enfants migrants, des enfants mineurs isolés, qui ont vécu des parcours de vie et qui ont appris ce qu'était la vie dans toute l'horreur. Là, il ne s'agit pas de mettre nos enfants dans des contextes d'horreur, mais de leur donner des outils pour penser, pour réagir, pour se protéger face aux épreuves de la vie. C'est ça qui les aide. On parle de harcèlement scolaire, on en parle beaucoup, mais si on aidait mieux nos enfants dès la maternelle, dès les petites classes, à apprendre à vivre ensemble, à faire face aux conflits ensemble, aux frustrations ensemble, il n'y aurait pas ou moins de harcèlement. Oui, on ne va pas dire pas parce que ça se nourrit de plein de choses. Mais il pourrait y en avoir point. Avec une société qui est quand même assez peu protectrice, cette idée que le plus fort va l'emporter, mais l'école, elle rend pas forcément service non plus, parce que c'est un endroit de pression, de classement. Pour les enfants comme pour les adultes. Il y a peu d'endroits où on valorise la coopération, l'écoute d'autrui, enfin tout ce que vous nous dites. Non, il y a quelques établissements scolaires, quelques enseignants qui essayent, mais ils sont tellement contraints par un programme et par un système éducatif français qui a certaines valeurs que ça n'est pas forcément le plus simple pour porter cette façon d'accompagner l'enfant vers la vie. Il y a beaucoup de choses à repenser par rapport à ça. Et vous émettez la possibilité, alors vous les mettez en reprenant des travaux, moi j'avais vu des économistes qui l'avaient fait, mais il y a aussi apparemment l'Observatoire mondial de la santé qui dit que les Français sont déprimés, entre autres parce que on est dans un système éducatif qui est très sinistrosique. Qui ne donne pas le moral et on traîne ça toute sa vie. Voilà, mais qui ne va pas forcément valoriser des compétences qui sont peut-être plus manuelles, des compétences plus émotionnelles, qui va valoriser ceux qui sont très bons, en particulier en maths, et tout l'aspect littéraire, etc., n'est pas autant. Donc les enfants ont besoin, par exemple, d'organiser des fêtes, des concerts, des expos photos, leur permettre de réussir autrement. C'est aussi ça qui est important, qui les aide à grandir, à faire face quand ils vivent des choses difficiles. Alors nous, on les aime, les littéraires, ici, dans cette émission et sur cette chaîne. On va vous rester avec nous, si vous voulez bien. On conseille de lire, merci beaucoup, on conseille de lire plein de bouquins. Emma, merci beaucoup. Vous allez céder la place à Célie, car c'est vendredi, c'est Célie, c'est la librairie, plein de livres. La librairie avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. La vie est bien faite et vous faites que la vie soit bien faite. 3 livres aujourd'hui qui peuvent permettre à parents et enfants de discuter. On demandera à la fin à Hélène Renaud si ça peut vraiment aider les bouquins. Comment la princesse Elvire créa son propre royaume. Superbe ouvrage signé Didier Lévy pour le texte et Charlotte Gasteau pour l'illustration. Charlotte Gasteau. Cœur, Charlotte Gasteau, vous adorez. On en a déjà parlé. Mais bon. Donc oui, le livre est un excellent média pour aider le parent et l'enfant à discuter. Ce n'est pas une baguette magique, attention, mais ça peut justement susciter des questions des enfants. Elvire est une petite princesse, mais elle ne rentre pas dans la case traditionnelle que l'on voudrait dans une cour ou enfin dans la royauté. Alors une cour avec un C majuscule. Exactement. Elle est fille de roi.
Voilà. Et de reine. Et malheureusement, suite à une humiliation à la cour, les parents d'Elvire vont couper son arbre préféré. Et alors qu'elle se repose dans le creux laissé par celui-ci, Elvire va pousser, prendre racine. Et c'est grâce après à la patience et beaucoup d'amour de ses parents qui vont enfin l'accepter telle qu'elle est, que la princesse Elvire va créer son propre royaume. Patience et délicatesse. Tout à fait. Les livres sont un très bon support de médiation. Et ce livre-là, que je connais bien en particulier, peut permettre... Vous le connaissez bien? Oui, je le connais. Oui. Ah, très, génial. très aisément d'aborder un tas de choses autres. La différence, l'acceptation. Quand vous avez le double conseil de la médecine et de la littérature, Exactement. comment la princesse Elvire créa son propre royaume. On se rejoint. Pour quel âge? 4-5 ans? Oui, bien sûr. C'est un conte. Oui, mais les ados, ils aiment bien après. aussi, certaines fois, les... Parce qu'ils sont sensibles Voilà, aussi c'est ça. à l'illustration. C'est vrai qu'un bel album, après, il n'y a Il n'y a pas jamais de d'âge. limite d'âge. Oui, c'est vrai. Jamais. Et là, on remercie Charlotte Gasteau. Jacqueline, j'avais 7 ans quand la guerre a éclaté, de Pierre-Jacques et Jules Aubert. C'est au Seuil Jeunesse. Exactement. Alors Alors ça, là- c'est tiré d'une histoire vraie. Alors le support est très joli parce que là, on va être un petit peu ancré dans la réalité puisque ce sont des soldats de plomb peints à la main, photographiés par justement ce couple et Voilà, je ne sais pas dont si l'histoire... ce que vous voyez à l'image, a Est-ce que priori, ça vous rend ne justice distinguez pas que ce sont des photos de soldats de plomb. Tellement, Exactement, ce sont vraiment là c'est fait de que manière des étonnante. photos. Et Vous c'est connaissez ça? l'histoire véridique de la mère de Jules Aubert, justement. Donc on a la guerre, l'occupation et nous Jacqueline, n'avons pas... qui a 7 ans quand la guerre éclate. Exactement, et qui va justement connaître l'exode et ces inconnus qui arrivent, qui ne sont pas tous méchants. On est vraiment très loin d'une vision manichéenne. Au contraire, on va avoir ces Allemands qui sont là, donc il y a la barrière de la langue, mais on va aussi avoir l'un d'eux qui va aider un villageois, changer la roue de son vélo. Et au contraire, je trouve que ça permet justement de ne pas aller vers un mur qui va opposer les enfants à une situation qui pourrait être problématique. Jacqueline, au Seuil Jeunesse, Oui. quel âge? À partir de 7 ans, je pense. Oui. Ok. Oui. Et là, en revanche, je suis sûr de moi en disant que c'est quand même pour les plus grands. Boo Oui. de Neil Smith. On oui, est un peu à l'école des très loisirs, Medium Plus, que vous connaissez. Oui. Oui. Pour Voilà. les tout petits, Ah, en fait, Boo, c'est un adolescent de 13 ans qui a toujours vécu avec un cœur fragile. Donc, quand il se réveille et qu'il apprend qu'il est au village et qu'il est mort, il s'habitue à sa nouvelle vie. Il se dit, oh, je suis pas surpris, hein, je m'en doutais. Mais quand Johnny, un camarade du lycée, arrive et lui dit, mais non, pas du tout. On a été victime d'une fusillade. Il y a Gunboy qui est arrivé dans notre école et À qui a l'école tiré Hélène sur tout Keller, le en monde. plus. Ouais. Exactement. Et que Gunboy a retourné l'arme contre lui. Donc Gunboy serait avec eux. Donc ils vont essayer de le chercher. Et en fait, on va apprendre que Boo, qui était victime... On spoil de vraiment? Non. Victime de harcèlement. Donc on va avoir une fusillade dans un lycée américain, un élève avec Harcelé. une santé fragile et victime de harcèlement. Donc c'est vraiment un roman Bon. complet. Et on ne vous dit pas la fin, Orange, vous Non, connaissez non, aussi. Jamais, promis. Et celui-là, vous ne le suggérez pas avant 14-15 ans? ouais, collège, lycée. Ouais. Voilà, collège, ouais. Bon. Et avec des parents avec qui on pourra en discuter, Toujours c'est une- important. Voilà. Il une faut discussion. faire lire. Hein. Ce livre-là en particulier, il serait important que les parents, s'ils l'offrent à leur enfant, puissent le lire aussi, ou s'il est étudié. Je sais qu'il est étudié en collège, Oui. puisse être, il y ait ce lien entre les adultes et les enfants. Ouais. Exactement. Bon. Et moi, par contre, j'avoue. Super c'est conseil, vrai en tout que cas, je belle écriture spoil aussi. Les adultes, quand ils achètent un livre, si l'enfant n'est pas là, je m'autorise effectivement à donner la fin aux parents parce que je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises surprises de la part et qu'il soit justement. sûr. Quand l'enfant pose la question, il faut que l'adulte soit un petit peu préparé. Et comme on le dit toujours, le livre est formidable parce on peut apprendre à avoir peur pour de faux pour après savoir se dire qu'on peut aller au-delà dans la vraie vie. Parfait. Voilà. Parfait, rien à ajouter. Rien à ajouter. Génial. Boo de Neil Smith. Et on n'a pas spoilé la fin. Donc, si vous allez à la librairie des enfants à Paris, dans le 17e, vous demandez à Célie, elle vous spoilera à la fin. Sinon, vous la spoilez vous-même en la regardant ou vous demandez à votre libraire préféré. C'est agréable. En tout cas, super bouquin. C'est à l'école des loisirs. Comment la princesse Elvire créa son propre royaume. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Et Jacqueline au Seuil Jeunesse de Pierre-Jacques Aubert et Jules Aubert sur la guerre, l'occupation et avec cette réalisation graphique tout à fait étonnante de Petits soldats de plomb. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci. Célie, Hélène Romano, merci beaucoup. Merci vous êtes à toujours vous. la bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Accompagner les enfants et les familles et les professionnels de l'éducation. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui était assistée par Emma Frari en régie aujourd'hui. Au son Saïd Mamou, à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.